Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, soyez les bienvenus donc, à cette université d'été de la e-santé à Castres pour cette table ronde concernant la santé et les géants du numérique. Est-ce qu'ils vont tout rafler? Alors, j'ai séparé intentionnellement mes acteurs numériques de mon acteur traditionnel de la pharma. Avec ce qui s'est passé avec Uber la semaine dernière, je me suis dit, méfions-nous. Donc, j'espère qu'on n'en viendra pas aux mains, mais en tout cas qu'on fera avancer le débat. Alors, on m'a demandé de vous rappeler qu'il est, comme dans toute salle de théâtre respectable, de bon ton d'éteindre son téléphone et d'éviter les flashs avec vos téléphones. Donc, apparemment, sur les vidéos, ça se voit beaucoup. C'est toujours un petit peu difficile de démarrer ces sujets concernant le numérique versus le traditionnel, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu éclusé depuis quelque temps. On voit bien que dans la santé, on a une disruption qui est en cours, pour utiliser les terminologies qui sont de bon ton. On voit des acteurs comme Google qui multiplient les effets d'annonce. Là, ils en ont encore fait récemment concernant des objets connectés, des bracelets qui devraient permettre de mesurer de façon de plus en plus précise les patients et d'être utilisés dans les essais cliniques. On les avait déjà vus il y a 2 ans avec Calico, qui avait été un peu le pavé dans la mare, qui avait permis de démarrer ces discussions sur Big Tech versus Big Pharma. On les voit à travers de nombreux projets Google X, notamment en termes de génomique. On sait le partenariat qu'ils sont avec 23andMe et puis leur étude Baseline qui doit permettre de donner un petit peu la base génomique de l'individu en bonne santé et de pouvoir construire un certain nombre de choses dessus. Et je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas lu, la très bonne étude faite par le cabinet Faber-Novel sur les GAFAnomics, qui montre bien aussi comment ces acteurs, les GAFA, les GAFAM, les GAFAM avec un S, alors je suis content, c'est que j'ai toujours milité pour dire GAFAM avec un S pour rajouter Samsung, et vous allez voir, on a la chance d'avoir Carlos sur ce plateau qui va nous dire un peu comment Samsung a bien l'intention, comme Huawei, de rentrer dans ce secteur-là et de marquer de son empreinte la santé et disrupter tout ça. Alors en plus, je me suis aperçu en préparant cette table ronde que j'avais de quoi combler en termes de chiffre d'affaires la dette grecque autour de cette table. Donc on arrive quasiment à 400 milliards de chiffre d'affaires si je réunis les 3 sociétés qui sont là. Donc voilà, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a une campagne de crowdfunding qui est en route, donc voilà. Nous avons parmi nous aussi un anglo-saxon, un norvégien, donc on va faire cette table ronde en français quand même. Est-ce que Gustave, vous nous comprenez tout à fait? Est-ce que la traduction est real-time et parfaite? Yeah, I think it's. Parfait, I don't know super. French, so I can't compare, but I think it's. N'hésitez pas, si vous voulez tenter votre français aujourd'hui, vous pouvez y aller. Ça tombe bien, on va commencer par vous, Gustave. Donc Gustave Bellica, vous êtes chercheur. Et vous n'êtes pas chercheur depuis hier, ça fait 20 ans que vous travaillez dans le domaine de la e-santé, notamment de la télémédecine en Norvège, au centre de santé, de soins intégrés et de télémédecine norvégien, qui est l'un des grands centres de recherche mondiale sur ces sujets de la e-santé. Est-ce qu'en introduction, vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez vu évoluer depuis un peu plus de 20 ans maintenant la santé avec l'arrivée des nouvelles technologies et comment on peut expliquer l'arrivée de ces nouveaux acteurs dans la santé? Well, I think that e-health, if you're talking about connecting patients to the health service, is the next revolution that we will get a lot of benefit out of this. It's basically where telemedicine that we're waiting for this field to kick off and really have impact. This is now. It's going to happen, and it's really, really exciting, I think. Yeah. Et quels sont pour vous les points clés de l'introduction du numérique dans la santé? En quoi, quels sont les grands piliers pour vous dans les démarches que vous avez autour de la e-santé et de la télémédecine? Well, I think there's some barriers here, and one of them is trust. Trust for patients to be sure that their information is kept private. That is one. The second one is
the health workers? Are they going to trust the data that is provided to these devices and all the systems out there? Is it really going to improve the way they work? Is it going to be more efficient? I think those two are the main things to explore and the difficult barriers, because if you expect that a physician is going to look at that device and say, well, I think you have this, it's we really need to show that this is really going to improve their daily work. That's I think is the major challenge. Effectivement, on reviendra sur ces questions de validation et d'évaluation des différents services. Carlos, j'aimerais vous passer la parole. Vous dirigez toute la partie santé et médicale, équipements médicaux chez Samsung Electronics. Vous avez un passé dans la santé à travers un certain nombre de grands équipementiers. Quand on a parlé un petit peu et qu'on a préparé cette table ronde tous les deux, je me suis aperçu de l'étendue et de l'avancée qu'avait Samsung, et pourtant je fais un peu de veille et je n'avais pas perçu combien vous aviez déjà énormément avancé sur un certain nombre de sujets, et vous m'avez dit, voilà, on a l'objectif d'être un très grand acteur de la santé, mais pas simplement sur la partie technologique, mais aussi sur la partie des médicaments, puisque vous arrivez aussi avec vos premiers biosimilaires en Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette stratégie de Samsung par rapport à la santé, et quelle analyse vous avez faite pour en faire votre priorité désormais en termes d'entreprise? Bonjour à tous. Donc, Samsung a une histoire dans la santé, hein. Elle n'est pas très bien connue, mais il faut savoir qu'au sein du groupe Samsung, on a 32 sociétés. Et dans ces 32 sociétés, il y en a 6 qui adressent le marché de la santé. On a 2 activités dans la biologie et dans la fabrication de médicaments génériques. Donc voilà pourquoi on a demandé l'autorisation de mise sur le marché de 2 nouveaux biosimilaires, en particulier sur le marché français. Nous avons les Samsung Medical Center, donc on a nos propres hôpitaux, on a 10 000 lits d'hospitalisation. Donc on est aussi gros que les gros centres privés français, et on a 7 000 lits en construction. Donc on a nos propres unités de soins. On a également Samsung CET, qui est notre unité qui fabrique des hôpitaux. Donc on construit des hôpitaux pour d'autres prestataires. On a Samsung, la division Samsung Digital Solutions, qui fabrique des dossiers patients, enfin des logiciels, des ERP, des outils qui sont destinés au monde de la santé. Et on a Samsung Electronics. Et au sein de Samsung Electronics, donc la division que je dirige, vous avez plusieurs activités. La première, ce sont les dispositifs médicaux. Donc on vend des échographes, des scanners, des tables de radio, des automates de laboratoire. Voilà, donc on a pris des positions fortes aujourd'hui, et l'ambition pour Samsung, c'est d'être numéro 2 ou numéro 3 dans le monde de l'imagerie à l'horizon 2020. Donc on est déjà aujourd'hui co-leader dans le monde de l'échographie, hein. Ensuite, on a l'activité dispositifs médicaux connectés. Donc on a lancé notre offre il y a quelques semaines. Donc on propose un ensemble de solutions, donc glucomètre, tensiomètre, moniteur de pression artérielle, donc toute une gamme de produits connectés. Et on a la partie parcours de soins digital. Donc on propose au marché des systèmes d'information intelligents qui vont gérer la relation entre le patient, le professionnel de santé et l'établissement. Voilà. Donc l'histoire de Samsung dans la santé, elle existe depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, l'entreprise a décidé que la santé serait un des accélérateurs de croissance du groupe pour les 5 prochaines années. Et à partir de quel constat vous êtes parti sur cette expertise en santé pour continuer à la développer? Est-ce que vous avez senti une maturité particulière du marché pour pouvoir développer des nouveaux services? Quelle a été l'analyse qui vous a amené à vouloir développer tous ces services autour de la santé aujourd'hui? Alors, l'objectif de l'entreprise de Samsung, c'est à horizon 2020 de proposer des hôpitaux clés en main. Donc là, c'est un des piliers, donc construire le bâtiment, les systèmes d'information et proposer les dispositifs médicaux à l'intérieur. Le deuxième axe stratégique, c'est pas nous qui avons fait cette analyse, hein, c'est IBM, mais il y a une gaussienne. On sait qu'il y a
10% de la population qui aujourd'hui est suivie avec des outils de bien-être. Donc Samsung est leader sur ce marché des bracelets connectés. On a 10% de la population qui est suivie pour des problématiques lourdes par des dispositifs médicaux. Et on sait qu'en France, par exemple, vous avez entre 16 et 20 millions de personnes qui représentent 80% des dépenses de santé et qui aujourd'hui n'avaient pas d'outils qui étaient mis à disposition pour suivre leur pathologie. Et donc notre stratégie, c'est de pouvoir proposer à ces malades chroniques ou alors ces personnes âgées qui sont hospitalisées à domicile des solutions connectées qui sont économiquement extrêmement accessibles, technologiquement simples à mettre en place. Et notre objectif, c'est de développer de nouveaux services et de nouveaux usages autour de ce nouveau marché qui représente aujourd'hui le principal potentiel pour les industriels que nous sommes. Un autre point, la France est confrontée à une problématique économique à l'hôpital qui est importante. On doit réduire le nombre de lits d'hospitalisation. Voilà, donc on a plus de lits d'hospitalisation que partout ailleurs dans le monde. Et on doit réduire la durée moyenne d'hospitalisation. Donc, nos établissements de santé perdent un argent considérable. Donc de toute façon, il va falloir changer le modèle de prise en charge des patients à l'hôpital aussi. Et donc permettre à ces établissements d'avoir à disposition des technologies pour accompagner le patient en retour à domicile. Voilà, donc voilà le contexte qui nous a permis, nous, de mettre beaucoup d'énergie sur ce segment de marché qui nous paraît être un segment de marché à très très fort potentiel pour les années à venir. Cette analyse, vous la partagez, Patrice Cristofini, en tout cas en partie, vous allez nous le dire. Vous êtes médecin, vous dirigez toute la division santé du Huawei Europe. Huawei est un acteur extrêmement important, à la fois équipementier, à la fois fournisseur de solutions d'architecture informatique. Vous allez nous le dire un petit peu. Là aussi, vous avez une grande ambition. Vous définissez vous-même comme un GAFA chinois. Je réduis un petit peu, ou en tout cas un géant du numérique chinois. Comment vous abordez cette question-là de la santé chez Huawei? Quelles sont vos ambitions? Écoutez, c'est vrai que le groupe est évidemment considéré comme un des leaders des équipements télécoms, mais notre stratégie a réellement évolué puisque nous, on considère que maintenant, notre rôle, c'est d'être un facilitateur d'échange, un enabler de technologie. Et donc, dans cette stratégie-là, le groupe Huawei finalement considère que dans la santé, il y a 3 segments et qu'il faut aborder la e-santé avec une approche globale. Le premier segment, c'est le B2B, c'est le classique, c'est les réseaux, les équipements, la connectivité, où est-ce qu'on va stocker, la partie IT, la partie IP. Alors ce sont des sujets qui dans la santé excitent personne, mais globalement, si vous n'avez pas ça, vous n'y aura jamais d'offre industrielle. Et ça, c'est un prérequis. Et nous, on a cette expérience parce qu'on fait de la santé dans le monde entier. On a plus de 4000 expérimentations, enfin projets en Chine, c'est même plus expérimentation. On fait des villes numériques complètes avec des applications de santé sur des fonds publics, puisqu'on a des financements importants. Donc cette première approche, c'est il n'y aura pas de e-santé si les problématiques d'infrastructure et de réseau ne sont pas réglées. Et contrairement à ce que vous pensez, la situation en Europe est loin d'être glorieuse, y compris en France, sur ce point-là. Deuxième point, on se dit que quand même, globalement, la santé, c'est le patient est le professionnel de santé, donc il y a un usage. Donc cet usage, il faut le développer. Nous, on appelle ça le B2B2C, c'est-à-dire un patient, un médecin et quelqu'un qui finance tout ça. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la définition, mobile health, médecine personnalisée, télémédecine. Bon, l'important dans ce cas-là, c'est effectivement développer un usage. Donc, nous, on essaye de favoriser nos outils, que ce soit la visioconférence ou également nos équipements tablettes, smartphones, etc. L'idée, c'est de travailler avec d'autres pour développer des solutions d'usage qui connectent patients et professionnels de santé. Et puis on voit un troisième marché, et là aussi on se positionne, qui est le B2C. Et on peut mettre le sport, le bien-être, le wellness, et on a tous les outils de tracking, les montres connectées, les talkbands. Et là aussi on se dit,
on est capable aussi d'avancer. Le point très important, c'est qu'il faut un usage et il faut faire une offre, usage et technologie d'infrastructure et réseau. Si vous ne faites que l'usage et que vous ne touchez pas au réseau, vous aurez des problèmes, donc il faut les deux. Et enfin, notre vision globale, et ça c'est notre stratégie mondiale, c'est que la santé est un marché très important. Pourquoi ? Parce que le nombre de données, la quantité de données qui va circuler sur le réseau va être monstrueuse. Que vous preniez les maladies chroniques, que vous preniez les nanotech, les biotech ou les technologies de l'information ou la médecine génomique, on sait que ça va exploser au niveau mondial. Donc il va falloir de toute façon ces données, il va falloir les transporter, les stocker, les sécuriser, les analyser. Et Huawei est un acteur qui se positionne très clairement dans le cloud et le big data par ses solutions. Et nous, on considère qu'on a un rôle important à jouer. On ne le fera pas seul, c'est très compliqué. On sait qu'il faut une chaîne de valeur. Mais je l'ai écrit dans un article à la BBC, sa fameuse théorie du bang, biotech, A pour atome, nanotech, G pour génomique et N pour une nouvelle technologie. Cette révolution, hélas, les données vont affluer et c'est une montée internationale. Donc il va falloir quand même qu'on arrive à marier l'usage et l'infrastructure et les réseaux. Voilà un petit peu le message. Et on pense pouvoir jouer un rôle avec d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Thibaut Guimard, donc tu es, je vais te tutoyer, mais tu es responsable des services digitaux chez MSD, qui est dans le top 5 des labos pharmaceutiques mondiaux. On se connaît bien puisque tu es aussi co-animateur du Club Digital Santé. Alors peut-être juste une aparté pour parler un petit peu du Club Digital Santé pour les acteurs qui sont là et qui bien souvent, j'en reconnais quelques-uns, participent aussi à nos réunions. Oui, bien sûr. Donc il y a un certain nombre de personnes ici qui connaissent déjà le Club Digital Santé. C'est un think tank de la e-santé fondé en France il y a maintenant 5 ans. Et donc on va fêter les 5 ans cet été. Et donc aujourd'hui, ça réunit sur ces 5 années, ça a engagé plus de 12 000 personnes. C'est également 289, on regardait tout à l'heure, 289 millions d'impressions sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi je parle des réseaux sociaux, c'est parce que ce think tank est né de discussions au niveau européen et au niveau international, puis s'est recentré sur la France, sur les problématiques de e-santé. L'objectif de ce think tank, c'est de réunir l'ensemble des acteurs de santé, que ce soit des industriels, des professionnels de santé ou bien des patients, des payeurs, les institutionnels. Donc nous organisons régulièrement des IRL, des réunions in real life, où justement on permet à chacun de ces acteurs de santé, du système, de se réunir et de parler de sujets, que ce soit le connected devices, la télémédecine ou bien tous les sujets qui sont liés à la e-santé. Donc on vous invite évidemment à aller sur le site du Club Digital Santé et vous pouvez vous inscrire, avoir l'ensemble des articles qui sont publiés soit par des experts, soit par les membres du groupe, mais également à venir participer à ce think tank. Voilà. On aborde souvent ces questions justement de rapport entre les acteurs du numérique et les acteurs de la pharma. Toi, tu représentes, entre guillemets, un acteur traditionnel, historique. Je n'irai pas plus loin dans la définition, mais comment tu perçois justement ces propos du Huawei ou de Samsung ? Est-ce que tu te sens en danger, entre guillemets, côté pharma ? Est-ce que vous vous sentez en danger par ces nouveaux acteurs ? Est-ce que ce sont des nouveaux concurrents pour vous ou au contraire, vous les percevez autrement ? Personnellement, pour l'instant, ça va, je me sens plutôt bien aujourd'hui, mais effectivement, je pense que l'industrie pharmaceutique se pose beaucoup de questions sur l'évolution de la santé, de la e-santé, l'entrée de la e-santé, puis surtout l'arrivée d'acteurs nouveaux. J'entendais récemment, justement, au sein de notre entreprise, hier matin, un des responsables de la recherche de chez Merck, qui nous disait qu'il était allé passer une semaine chez Google et que ce qui l'impressionnait en fait c'était cette capacité à se dire finalement sur une problématique médicale, nous ça ne nous fait absolument pas peur de se dire que demain on va gérer les données de 7 milliards de personnes. Aujourd'hui chez Merck, c'est quelque chose qui interpelle et on se demande comment c'est possible. Pour autant, ce qui est intéressant dans l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on gère des data et du big data depuis très longtemps. Donc cette expertise, elle existe déjà.
mais elle n'est pas potentialisée et elle n'est pas utilisée au sein de l'activité que j'appellerais un peu plus business ou plus liée aux fondamentaux de la promotion de nos médicaments ou bien de la gestion de notre pipeline post-phase de recherche. Et donc, je pense qu'il y a un gap important à combler dans l'industrie pharmaceutique entre cette capacité que l'on a aujourd'hui d'un point de vue scientifique à gérer des données et ensuite à répliquer cela beyond the pill ou around the pill. Au niveau de la culture de l'entreprise, et si on revient sur Merck ou les laboratoires pharmaceutiques en général, mais ce qui est intéressant avec MSD, c'est que c'est un laboratoire qui s'est toujours concentré sur la recherche. C'est un laboratoire qui aujourd'hui est dit éthique dans le sens où il propose exclusivement des médicaments qui sont issus de la recherche et non pas des génériques. Donc c'est un positionnement fort et un choix affirmé. D'ailleurs, l'engagement dans la recherche a toujours été fort et continue de l'être. Et dans cette orientation vers la recherche fondamentale et la recherche liée à la mise en place, à la découverte de médicaments, s'associe également une culture de l'innovation dans les services. Il faut savoir qu'MSD a créé le Merck Manuel, par exemple, il y a plus d'un siècle, en 1899, qui était, avant l'arrivée du coup des nouvelles technologies de communication et d'Internet, un moyen de proposer un service aux professionnels de santé. Donc le serviciel a toujours existé dans l'ADN de l'entreprise. Et aujourd'hui, avec un certain nombre de services dont j'ai la chance aujourd'hui de m'occuper au niveau de la France, par exemple Univadis qui est connu et qui est utilisé par 2/3 des médecins, 2/3 des pharmaciens, et un taux de pénétration très important, mais également DocVadis et puis Community qui est plus récent, continue en fait à déployer un certain nombre de services. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un niveau de maturité où on est en train d'essayer de se poser un certain nombre de questions sur comment est-ce qu'on va plus loin. Comment est-ce qu'on va plus loin avec ces services et avec d'autres services. Alors on parlait de problématiques de santé liées à des pathologies, également au retour à domicile d'un certain nombre de patients parce qu'effectivement c'est une priorité en France également, mais dans le monde parce que c'est un coût très important de maintenir des patients à l'hôpital. Et c'est des problématiques qui également nous intéressent et sur lesquelles nous allons travailler dans le cadre d'un projet important d'entreprise, donc un vrai engagement de MSD France, qui est l'objectif d'optimisation du parcours de soins sur un certain nombre de pathologies. Et donc aujourd'hui on a une phase où on est vraiment en train d'analyser quels sont les besoins fondamentaux des professionnels de santé, mais également éventuellement des patients pour une meilleure prise en charge de leur pathologie. Et donc aujourd'hui on réfléchit justement à cette synergie entre les services existants et les services à venir sur lesquels nous travaillons. Et est-ce que quand tu entends Carlos parler justement du travail qu'ils font sur le parcours de soins, est-ce que là il y a des rapports et des connexions qui se font entre justement industrie pharmaceutique et industrie technologique et Carlos aussi sur la partie biosimilaire, vous n'y êtes pas allé tout seul. Vous avez aussi là fait un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique pour le faire. Qu'est-ce que vous échangez ensemble en termes d'expertise, de savoir-faire et de complémentarité? Alors, pour répondre à la question, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai le même commentaire que toi tout à l'heure. C'est-à-dire que je me rends absolument pas compte, pourtant je fais énormément de veille et je suis plutôt au courant de ce qui se passe dans le monde de la e-santé, mais c'est vrai que j'ai découvert en discutant tout à l'heure, quand on a préparé la table ronde, que Samsung en fait a une activité très importante dans la santé et dans la e-santé. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est clairement des think tanks, des opportunités de collaborer, de se rencontrer et de discuter, d'essayer d'évaluer quelles seraient de potentielles synergies entre nos différentes entreprises, parce que je pense qu'on a une expertise que n'a pas forcément encore totalement Samsung, et Samsung a comme Huawei, clairement des expertises que l'on n'a pas aujourd'hui, certaines que l'on souhaite ou souhaitera ou nous souhaiterons avoir demain, et puis d'autres qui ne seront clairement pas un focus de l'entreprise parce que ce n'est pas une priorité business, et puis ça ne sera pas forcément
un moyen pour nous de répondre à notre objectif qui est finalement d'améliorer la santé de nos patients avec notre expertise scientifique liée aux médicaments, parce que aujourd'hui c'est vraiment le cœur de notre activité, mais également en apportant des solutions et des services autour de nos médicaments, mais également au-delà. On en parlera peut-être par la suite. Carlos, Patrice, Carlos peut-être. Oui, en fait, nous, on est parti d'un postulat il y a 1 an et demi que dans le parcours de soins digital, on considérait que le parcours de soins, c'était plutôt un parcours du combattant. J'ai la chance d'avoir une longue expérience dans cet environnement et je me dis que toutes les initiatives qui avaient été prises, à l'exception du dossier pharmacie, avaient été, en tout cas a posteriori, des échecs. Et notre réflexion, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser la force de frappe industrielle de Samsung pour permettre de développer de nouvelles solutions, plus faciles à mettre en œuvre et économiquement quasi transparentes. Donc on s'est associé à Orange Healthcare. On a mis autour de la table UniAchat, qui est la centrale d'achat des hôpitaux universitaires, l'UGAP, l'ANAP nous a rejoints, toute la mutualité qui est venue se joindre à nous. Aujourd'hui, on travaille avec le ministère de la Santé. Donc notre objectif à nous, c'est d'être l'architecte du parcours de soins digital, de la santé connectée, mais pas de le faire nous-mêmes. On a organisé des réunions avec une centaine de personnes. Il y avait des associations de patients, des associations de médecins, des directeurs d'établissements, des représentants de la CNIL, de la ZIP, pour permettre, donc on a nos pilotes qui vont démarrer à la fin de l'année, de mettre à disposition du marché des outils simples et économiquement quasi en open source. Parce qu'on considère que le modèle économique, il n'est pas dans la vente du logiciel, il est dans le développement de nouveaux services et de nouveaux usages. Et nous profitons de notre puissance économique pour permettre à cet écosystème d'exister et de trouver de nouvelles façons d'adresser le marché. Voilà. Oui, on sait que c'est un écosystème compliqué quand on se concentre autour du patient. Donc il est clair que pour nous, en tant que facilitateurs et enablers pour partager les données, il faut travailler en partenariat et bâtir des chaînes de valeur où chacun trouve sa place. La remarque que nous on fait, c'est qu'il y a quand même au niveau mondial de très grands écarts, c'est-à-dire que la France ou même globalement l'Europe, quand on voit les nouveaux usages, quand on voit le développement de la télémédecine, la santé, on est vraiment à un stade où on ne franchit pas l'étape industrielle nécessaire. Nous, la vision qu'on a mondialement, en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine, en Asie, où on a des positions dans la santé partout dans le monde, on a une autre méthode. C'est-à-dire qu'on a d'abord posé le state of art des infrastructures, des data centers, des réseaux, et ensuite on a lancé les volumes d'échange. Donc on a permis au modèle économique de naître, et après on a régulé. Il est triste de constater en Europe, et en particulier dans notre pays, qu'on ne fait que fabriquer des pilotes, qu'on ne fait que et donc comment voulez-vous que les industriels trouvent le modèle économique? Nous on l'a trouvé ailleurs, et on espère faire partager cette expérience avec les partenaires avec qui on travaille, pour franchir des étapes industrielles. C'est un message fort. Si vous ne mettez pas les bonnes infrastructures, les bons réseaux, si vous ne savez pas où va votre donnée, si vous ne savez pas où elle est stockée, si vous ne savez pas où la sécuriser, si vous ne savez pas comment vous allez bâtir votre cloud, si vous avez des législations qui se contredisent de pays en pays, si vous avez des approches différentes, il n'y aura pas d'industrie. Nous, en Chine, on a franchi cette étape, on va à toute vitesse. J'étais récemment à Shanghai, le ministre de la Santé, théorie numéro 1, les nouvelles technologies au service de la réforme de notre système de santé. C'est le postulat numéro 1. Ils ont mis toutes les couches. Après, ils vous font du mobile diabète sur 300 000 personnes. Et ils ont le modèle économique. Ils ne font pas 100 personnes. Voilà, j'insiste sur le problème de la méthode. Et c'est vrai que l'Europe, et en particulier notre pays, c'est compliqué. Qu'est-ce qui manque? C'est le message fort, il est passé à qui? Le message fort, il est, je pense que trop souvent, dans notre culture, on attend beaucoup du régulateur ou de l'État. Moi, j'ai envie de dire que le régulateur et l'État jouent un rôle facilitateur et laissent les industriels faire. Le message est clair. Il faut que le patient drive, il y en a besoin de l'écosystème, il faut qu'il y ait les médecins, mais laissons les industriels développer. On est dans un pays où chaque fois qu'on lève le doigt, il faut aller voir 10 administrations. Et donc 10 administrations, ça fait des pilotes à 100 personnes, ça ne fait pas de modèle économique, et ça fait beaucoup d'industriels qui s'en vont. Je crois qu'il faut avoir le courage de la vérité. Donc si on veut développer une industrie, on a tout. Quand vous regardez un pays comme la France, on a tout.
On a des opérateurs télécoms extraordinaires, on a des SS2I, on a un système de santé envié dans le monde par sa qualité, et on n'a pas d'industrie santé. Elle explose ailleurs. Elle explose en Chine, elle explose en Inde, elle explose dans d'autres pays. Donc finalement, notre savoir-faire part. Donc il faut à un moment, je pense, tirer expérience de ce qui se passe dans le monde, répliquer, et surtout, on est quand même sur des nouveaux usages compliqués. Donc il faut laisser le volume se développer pour avoir un modèle économique. Voilà, c'est un message fort et nous, on essaye de le passer. Alors notre deuxième approche, c'est qu'évidemment, nous, on est plutôt dans les couches basses des solutions. Donc on adore travailler avec les startups, on pense que l'innovation disruptive, c'est l'avenir. On les accompagne, mais on est très vite confronté au modèle économique. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la start-up veut se développer en France, force est constater qu'il faut aller chercher l'argent, qu'il y a des contraintes, que tout le monde met de la régulation, et finalement, on n'arrive pas à franchir le modèle économique. C'est un peu notre vision. Excusez, je tiens à donner ce message parce qu'il faut quand même qu'on puisse partager les visions qu'on a la chance et les succès qu'on partage dans le monde. Il faut voir pourquoi en Europe, en particulier en France, c'est compliqué. Gustave, la Norvège est un bel exemple à plusieurs titres de ce qu'on peut faire sur la e-santé. Vous avez à la fois toutes les problématiques des pays occidentaux, économiques, démographiques. Vous avez aussi des problématiques géographiques très particulières d'accessibilité aux soins. C'est pour ça que la télémédecine a été aussi développée par la Norvège aussi pour des questions de plateformes pétrolières de souvenirs qui étaient très importantes pour vous pour développer la télémédecine. Qu'est-ce qui a permis ce développement-là? Est-ce que la régulation était un point important? Et comment vous avez répondu à cette problématique du modèle économique? Well, there's a lot of, over the years, we have solved some problems, but we still have others. But telemedicine was started in Norway to support a population with a need to expertise, medical expertise. So that's why we had the problem, so we were the first one to address it. So at the beginning, it was the connectivity that was the problem, to have enough bandwidth and have it all the way out to where people are living. We have that now. And the next one was, of course, the legislation to actually be able to communicate. And now, after more than 15 years of discussing this, we finally have the legislation to actually build these systems in a way that makes collaboration between health professionals possible. And then we have the economical issue. Should GPs that use telemedicine, should they be reimbursed? Or a hospital doctor, should they be reimbursed? We also have this diversion between the benefit and who gets the money and who gets the benefit. So if the GP do the work while the hospital doctor is reimbursed, that wouldn't work, and the other way around wouldn't work either. So so finding the economic model to actually make it economically beneficial to do this it's been improving. And a couple of years ago, we actually there was a change in the reimbursement from the government, so that a GP, if he do an e-consultation, that is paid at the same level as normal consultations. But to do that, we need, of course, the services and the networks and the systems. And we do need to do that in a way that preserves the privacy of the patients. And what's happened over the last 15 years in Norway is that a lot of different institutions have grown up that sort of now represents barriers. It's actually, I would say that it's the IT institutions in Norway now that has been established during these past 15 years that is actually the barrier now to really get the progress on this area. That's really strange, but that's the fact in Norway. And I also think that that studies to actually document that this is a good way of doing is too short. So you going from developing a system
actually getting the pilot, doing pilot studies with patients, moving on to bigger studies. You need 10, 15 years maybe to do that. And the doctors would not accept saying that, well, this is a good way of doing it. You need proof. And you need a lot of time and a lot of money to actually do that investments to actually provide a service that you can say with proof that this is actually a good way of doing it. So this comes down to medicine. There's only two ways. Either you know what you're doing, or you're doing research. So if a doctor should adopt telemedicine or e-health solutions, he would need proof that this is good practice, so we don't do anything wrong or unethical. So we need that proof to actually show that, well, this is a good way of practicing. So on the research side, we need to provide that proof, but the problem so far has been that the studies are just too short to provide that proof. So, and also with regard to industry, we need to do that research independent. So at least in Norway, there's a lot of regulations for collaboration between the industry research and pharmaceutical research and research in hospitals, for instance. Yeah. Ce temps et ce coût de développement, c'est quelque chose que vous connaissez bien dans la pharma. Je crois que de souvenir, il faut développer une centaine de molécules pour travailler réellement sur 20, pour en avoir une qu'on va commercialiser. Il faut 10-12 ans et 1 milliard à peu près de dollars pour la développer, avec un temps de commercialisation qui est après assez court. Est-ce que justement ces nouveaux acteurs, si on doit travailler sur des solutions qui sont évaluées, validées, est-ce que c'est pour ça que ça doit être des géants? Parce que ça coûte cher et ça demande du temps et des ressources. Et on voit bien que les startups, c'est là-dessus qu'elles pêchent, parce qu'elles sont incapables d'aller jusqu'à ce niveau de développement. Mais est-ce que tu penses que c'est une des clés qui permettra à la pharma de garder sa place parce qu'elle a cette expertise-là et cette capacité-là? En fait, je suis assez partagé sur la réponse. C'est-à-dire que je suis persuadé que d'un côté, les startups, on en parlait tout à l'heure, sont clairement celles qui vont faire émerger de nouvelles solutions. Parce que même si, par exemple, au sein de MSD, on a notre équipe, par exemple, est quasiment une start-up au sein de l'entreprise. Et puis, on a également un fonds international d'innovation qui va chercher des start-up à travers le monde et qui les incube, avec pour objectif justement d'identifier si celles-ci sont capables de correspondre à nos business et de répondre aux besoins, aux unmet needs, aux besoins non couverts aujourd'hui en termes de santé, mais qui sont en rapport avec notre business. Et puis si ce n'est pas le cas et que c'est par contre une opportunité de business important, c'est quelque chose qui peut être remis entre guillemets sur le marché et libéré pour leur permettre vraiment de se développer totalement. Donc d'un côté, il y a ces startups qui, elles, vont générer de l'innovation. Et puis de l'autre, effectivement, il y a besoin de fonds. Donc c'est aussi le système de l'incubation par de grandes entreprises. Il y a besoin de fonds et c'est clairement un lieu où nous aurons une certaine force vis-à-vis d'un certain nombre d'autres acteurs. Et puis de toute façon, la logique des grandes entreprises, c'est de pouvoir intégrer des sociétés plus petites qui, elles, ont généré de l'innovation. Donc c'est une dualité qui aujourd'hui coexiste relativement bien. Je pense qu'il y a un certain nombre de freins à la fois sur les business models à appliquer, même s'ils existent parfois dans certaines géographies. Mais c'est souvent... les business models, ils ne sont pas si différents que ça, hein. Ils n'ont pas changé tant que ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de disruption dans les business models. Oui, il y a des changements, mais il n'y a pas de changement si important que ça. C'est plutôt dans la manière de l'approcher, dans le mindset. C'est là où je pense que les grosses entreprises, en particulier les gros laboratoires pharmaceutiques, ont un effort à faire. C'est plutôt sur la partie change management, changement de culture et intégration de nouvelles équipes, nouvelles entités qui sont capables, elles, justement, d'intégrer ces nouvelles manières de fonctionner. Un exemple, du coup, je parlais de ce fonds d'investissement important au sein de Merck. C'était une première phase de la stratégie d'innovation et qui est orientée sur ce qu'on appelle les emerging businesses.
Donc tous ces business émergents dans la santé, effectivement, sont identifiés comme des business extrêmement importants. Et on utilise donc un des outils, c'est ce fonds international d'innovation qui nous permet d'identifier des pépites qui demain peut-être généreront un business important au sein de Merck. Et puis ensuite, le deuxième pilier, c'est la création récente, il y a 2 ans, d'une nouvelle filiale au sein de MSD qui s'appelle Health Services and Solutions, donc qui est exclusivement orientée sur la mise à disposition de services et de solutions auprès des professionnels de santé et des patients, et qui est en train de se développer et de devenir un business au sein de l'entreprise. Après, vous imaginez bien que nous sommes dans un laboratoire pharmaceutique qui pèse 45 milliards de dollars. Donc, pour être visible, il faut commencer à avoir un poids important et démontrer en fait la capacité à scaler un certain nombre d'initiatives au niveau global et à générer un revenu qui soit suffisant pour pouvoir avoir de la visibilité. Donc, voilà. Cette question d'évaluation de vos solutions, Patrice, comment vous l'affrontez? Est-ce que c'est pertinent dans le numérique d'avoir un temps de validation aussi long? Je pense que... Alors, à la fois, pour répondre à la question, si on part du patient, si on part des PME innovantes, de l'innovation disruptive, on est quand même obligé très vite de les intégrer, de monter une chaîne de valeur technologique, une chaîne de valeur sur l'usage, voir qui connecte. Alors, c'est vrai que c'est un frein qu'on rencontre, et moi-même étant issu d'une formation scientifique, on sait toujours que s'il n'y a pas 35 études, machin et trucs, et machin, et les revues et les publications, il y aura toujours quelqu'un dans la salle qui va dire oui, mais c'est pas prouvé, oui, mais voilà. Et ça, vous voyez, on est confronté malgré tout. Alors, à la fois, je pense que quand on regarde aussi la littérature sur la télémédecine, moi j'avais été frappé dans mes expertises européennes, j'avais un peu travaillé. Il y a des études qui parlent de tout. Soit on a un bénéfice patient, soit on a un bénéfice médecin, soit on parle que du bénéfice économique, mais dans tous les cas, il y a rarement les trois. Et ça a été un argument d'ailleurs que les pouvoirs publics ont utilisé pour dire ouais, bah, télémédecine, on n'a pas de preuves, on n'a pas. Donc, ok, c'est bien de faire des études, c'est bien pour la carrière des médecins de faire des tonnes d'études, mais globalement, ça ne fait pas forcément avancer l'industrie parce qu'il n'y avait pas les bonnes études qui montraient qu'il fallait le trio du win-win. Gagnant pour le patient, gagnant pour le payeur et gagnant pour le personnel de santé. Alors maintenant, il y a des études, heureusement, qui prouvent quand même le gain et ça fait un petit peu avancer les choses. Donc moi, j'ai envie de vous dire, oui, bien sûr qu'il faut des études. Et je vais même vous dire, dans des pays émergents où on développe des applications, parfois il peut y avoir tendance à aller très vite, à lancer très vite la techno, mais l'État, à un moment, régule et demande ces études. Il y a des académies scientifiques, y compris en Chine, hein, il faut des études. Mais simplement, voilà, mettons pas l'étude d'abord pour se limiter à 50, attendre 8 mois que ça soit publié dans New England, pour dire, il y a une étude qui marche, et puis après, il y a 4 autres études qui vont être mal faites, biaisées, qui vont dire ça marche pas, et du coup, le projet n'avance pas. Donc moi, je suis absolument pour l'évaluation, mais ça ne doit pas être un frein. Et je reviens sur le fait que je dis, il faut travailler à plusieurs partenaires, des couches basses aux couches moyennes jusqu'à l'usage. Il faut travailler et il faut laisser l'industrie avancer avec toujours quand même, il faut rester éthique, c'est-à-dire le patient au cœur du système et son lien avec le personnel de santé. Voilà. Je suis tout à fait d'accord sur ce point, d'autant plus qu'en fait, avec la e-santé, on est sur la technologie et la vitesse et l'accélération du développement de la technologie est en total désaccord, pas désaccord, mais n'est pas du tout lié finalement au rythme classique des études scientifiques. Donc il y a une décorrélation, c'est le terme que je cherchais, effectivement, entre aujourd'hui une rapidité d'arrivée de services et de start-up qui mettent en place un certain nombre d'éléments et de sociétés qui veulent mettre en place des solutions et des services, mais qui finalement, et c'est peut-être le risque pour les grosses entreprises, c'est de ne pas oser y aller parce qu'on se dit, bah oui, mais il me faut une étude suffisamment puissante, il faut que j'engage un certain nombre de fonds, et puis derrière, finalement, il y a peut-être une start-up qui va arriver, qui va le mettre en ligne dans 3 mois ou en 6 mois, alors que moi, il va me falloir 1 an et demi. Je te vois, Carlos. Non, en fait, le problème que je constate,
c'est qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Il y a des startups qui annoncent des produits. Quand on regarde ce qu'il y a derrière, il n'y a pas eu les études cliniques, il n'y a pas les marquages CE. Et aujourd'hui, soyons sérieux, même si on veut accélérer le développement l'usage de ces dispositifs, il faut respecter la réglementation, parce que si demain, il y a un incident sur un patient qui était monitoré par un dispositif qui n'avait pas été validé et que des décisions étaient prises sur des critères qui étaient faux, ça va remettre en cause le développement des objets connectés. Donc il faut être irréprochable. C'est pourquoi je pense que des laboratoires comme MSD, alors je ne sais pas si on dit encore MSD ou comme des industriels comme Huawei ou comme Samsung, on va pouvoir structurer, accompagner ces startups, leur donner un accès au marché, donc pour permettre de vivre de leur travail et pas de subventions, parce qu'aujourd'hui le problème que l'on a, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui vivent que de subventions, mais en respectant la réglementation, en ne grillant pas les étapes, en accélérant le passage d'étapes, mais en ne grillant pas les étapes, parce qu'il faut être sérieux. On suit des patients, on monitore des paramètres physiologiques, sur ces critères, des décisions médicales sont prises, donc on ne peut pas jouer avec le feu. Et nous, c'est ce qu'on veut absolument communiquer sur le marché. Attention, si demain on est confronté à un incident majeur, notre potentiel business que l'on voit tous arriver va être stoppé. Juste Gustave voulait réagir tout à l'heure. Ouais. Yeah, I think that the industry should really use the ethics as a way of proposing their technology, because in medicine you should always provide the best practice. So if you can prove that using your devices, methods, and systems are the best way of producing medicine, providing medicine, it would be unethical not to use it. So I think the industry should aim for that, to really show that this is a very good way of doing it. It's a good way of practicing. So if they can show that then the health institutions, the doctors, wouldn't have really a choice. They have to adopt this. So use the ethics to your benefit, I would say. Tu voulais réagir? Je partage ce qui a été dit. Je mettrai quand même juste sur l'aspect régulation. Même pour nous, grands groupes industriels, par exemple, on parle de big data et cloud. Ok, la donnée médicale, elle est stockée où? Dans quel pays? Il n'y a même pas d'harmonisation au sein de l'Europe. Il y a des positions difficiles. Donc nous, en tant que grand groupe, on est embêtés. Bien sûr qu'on veut faire du big data, du cloud, faciliter, mais il y a un patient, il y a une donnée, elle est où? Est-ce que les gens savent? Est-ce que les médecins savent? Voilà, ce sont des questions quand même qu'il faut quand même poser, que les GAFA doivent se poser par rapport à ceux qui gèrent les réseaux, ce qui est aussi un problème. Et là, vous voyez, même nous, grands groupes industriels, on est quand même embêtés parce qu'on veut bien développer des offres. Encore faut-il qu'on ait des règles claires au niveau international. Elles ne sont pas établies. Donc vous savez que par nature, on a horreur du vide. Donc quand il y a du vide juridique, les technologies, elles s'engouffrent. Et après, le train part. Donc je voulais quand même mettre ce bémol sur... certes, il faut une régulation, mais la régulation la technologie va tellement vite que la régulation ne règle pas tous les problèmes que les technos franchissent déjà. Alors sur ces aspects-là, en plus, on peut aborder le sujet puisque Huawei a été particulièrement concerné. On sait que sur la donnée, c'est un sujet très sensible, surtout en santé, et particulièrement en santé. On sait que les acteurs chinois n'ont pas forcément toujours une très bonne image sur cette question de la donnée. Il y a eu quelques problématiques qui sont posées avec certains acteurs. Récemment, vous avez été passé au crible de nos amis anglo-saxons, outre-Manche, qui ont du coup fait un travail particulier sur Huawei. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Oui, je pense qu'on a répondu... Pourquoi et quels ont été les résultats? Je pense qu'on a répondu, les problèmes ont été éludés largement. On a bien prouvé que c'était en fait des enjeux commerciaux, économiques et de lobby qui étaient à la nature. Et d'ailleurs, la volonté d'un groupe comme Huawei, c'est toujours, quand on a ce genre de questions, de fournir les preuves et les justificatifs et dire regardez.
Et la meilleure preuve, c'est que nos produits en Europe, par exemple, sont utilisés par 45 des 50 plus grands opérateurs mondiaux. Et ça fait plus de 15 ans. Et s'il y avait eu vraiment des problèmes, on le saurait. Donc cette histoire a été particulièrement vue pour nous comme des opérations d'enjeux économiques. Voilà. Et puis l'actualité actuelle a bien montré que cette pratique, elle pouvait être pratiquée autrement et par d'autres acteurs. À part ça, nous, la donnée de santé, nous, on fait ce que le régulateur nous demande. On a tous les outils pour stocker, calculer, faire. Le problème, c'est que, voilà, si on veut vraiment développer l'industrie, à notre vision, donnons-nous des règles. S'il faut mettre la donnée dans chaque pays, on la mettra dans chaque pays. Voilà. Simplement, il y a des vides juridiques, j'attire votre attention là-dessus. Et moi, je ne veux pas parler particulièrement, mais enfin, à la limite, vous savez que les applications de santé sur mobile sont parmi les plus téléchargées. Ben, elle est où la donnée, quoi? Quand vous faites des jeux, vous savez où vous la mettez, votre donnée, vous savez dans quel serveur elle se trouve. Bon, voilà. Je pense ce sont des choix. C'est pas à l'industriel de faire ces choix. Ce sont des choix sociétaux, ce sont des choix politiques. Nous, on attend des réponses là-dessus. Voilà. Elles doivent venir au niveau européen ou au niveau français, les deux? C'est un peu compliqué, vous connaissez bien la régulation quand on va souvent en Europe. Tout ce qui est prévention, wellness est centré sur le patient. L'Europe a son mot à dire. Dès que vous rentrez dans le care, dans le soin, c'est chaque État. Et on n'a pas réussi à régler ça. Vous savez que chaque État a un principe de son gestion du soin. Donc le problème, c'est que la e-santé, c'est à la fois la prévention, l'éducation, le bien-être et le soin. Et donc je pense que tant que ces problèmes n'ont pas été traités au niveau de l'Europe, voilà, alors il y a des directives, il y a une volonté de protéger les données patients, tout ça c'est louable. Mais encore faut-il, voilà, enfin, je prends l'exemple de la médecine génomique, quoi. On sait que c'est séquencé dans des supercalculateurs qui ne sont pas chez nous, parce que les leaders ils sont ou américains ou voilà, le séquençage du génome, où sont les données, voilà. Et puis un de ces jours, vous viendrez et l'assurance vous dira, pour votre bilan, je veux le séquençage du génome. Et voilà, et puis vous n'aurez pas le choix, puis votre donnée, elle sera où, voilà. Enfin, il y a des tas d'enjeux sociétaux, politiques. Alors, c'est pas l'industriel de traiter ça. L'industriel, on lui dit, il y a une solution, faire une chaîne de valeur, il fait. Maintenant, après, ça va loin, parce qu'il faut quand même vous poser la question de où est votre donnée de santé. Je mets le paillet dans la parce que c'est un projet qui n'est pas réglé, y compris quand on le discute sur le plan IT. C'est très intéressant, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais on parle de cloud, on parle de stockage. Alors à la fois, les informaticiens vous disent c'est très sécurisé de mettre du cloud parce qu'on ne perd pas la donnée. Ok, mais la donnée, elle est où? Et que veut le législateur? Voilà, et là, je trouve qu'on est dans un vide juridique. Voilà. Donc pour répondre à votre question, nous, Huawei, on est facilitateurs. Donnez-nous les règles, on fait. La techno est prête. Voilà, Huawei ou d'autres industriels. Hein. Mais s'il n'y a pas de règles, la nature a horreur du vide. Et donc les données partent dans tous les sens. Et voilà. Carlos, on voit que Samsung pèse 5 MSD en chiffre d'affaires, un peu plus même. Vous remontez la chaîne de valeur. Est-ce qu'on peut imaginer que ces grands acteurs du numérique, un jour, aillent préempter des laboratoires pharmaceutiques, les rachètent tout simplement? Alors, chez Samsung, on a déjà nos propres laboratoires. On a annoncé qu'on voulait être le leader mondial du biosimilaire à horizon 2020. Donc je pense que ça se fera par une croissance organique, mais également par une croissance externe. Après, la position de Samsung, c'est d'apporter une véritable valeur ajoutée par rapport à ce qui existe. Si c'est pour faire la même chose que d'autres acteurs, ça n'a pas de sens. C'est de changer le paradigme du monde, de cet environnement du médicament, mais également l'environnement de l'accompagnement du patient à domicile. On vient de faire des annonces sur des prises de participation chez Sigfox, le lancement d'Arctic, qui va permettre de connecter tous les outils à la maison. Donc on est vraiment, nous, dans une démarche d'accompagnement du patient de chez lui à chez lui, en passant par toutes les étapes de sa prise en charge. Et on essaie d'apporter, non pas tout seul, parce que ce n'est pas l'objectif, mais d'essayer d'apporter un maximum des briques de ce parcours et s'associer à des partenaires pour répondre à la problématique globale. Alors c'est vrai que Samsung a un pouvoir économique qui est important. On n'est pas un GAFA, donc notre modèle économique, ce n'est pas le traitement des données, c'est l'infrastructure technique. On fabrique des bateaux, des immeubles. Néanmoins, on va, en tout cas notre ambition, grâce à SAMI, qui est une
une couche qui permet de rendre intelligentes les données digitales, parce qu'une donnée digitale prise individuellement n'a aucun sens. Nous, notre objectif, c'est de faire communiquer les données digitales entre elles et leur donner du sens. Et tout ça pour permettre à terme, en tout cas à court terme, de faire ce qu'on appelle de la médecine personnalisée et de pouvoir accompagner chaque personne en fonction de son profil pathologique, de son environnement, de ses pratiques, et essayer d'améliorer la vie de ces personnes. C'est vraiment une démarche structurelle et industrielle. Donc Samsung va faire de la médecine personnalisée, ils vont être leaders des biosimilaires. Chez vous, vous avez créé une filiale où vous mettez tous les services à destination des professionnels de santé et des patients. Vous allez développer du numérique et des solutions que vous allez sûrement monétiser, j'imagine, derrière. Donc, est-ce que vous envisagez de racheter des acteurs du numérique à terme? Alors aujourd'hui, c'est déjà le cas en fait. Au travers de justement de ce fonds international dont je vous ai parlé d'innovation, on rachète déjà de petits acteurs ou des acteurs moyens du digital, de la e-santé ou bien même pure techno. Aujourd'hui, je pense que le challenge, c'est l'intégration. C'est la force, par exemple, d'un Samsung aujourd'hui, c'est d'avoir des métiers complètement différents et de pouvoir se dire, j'ai 5 métiers différents qui peuvent ou qui devraient coexister ensemble pour apporter une solution globale. Et je peux les faire travailler ensemble parce que je les ai à ma disposition. Nous, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper non plus, hein. On est un acteur qui est centré sur ses produits. Et donc aujourd'hui, on propose principalement des solutions qui sont autour de nos produits. Et il est difficile encore aujourd'hui d'avoir cette vision qui n'est pas une vision trimestrielle, d'avoir des objectifs de vente sur nos médicaments, mais bien d'avoir une approche holistique du patient, du professionnel de santé et d'arriver à connecter ces pépites que l'on va identifier ou bien de travailler en partenariat avec un certain nombre d'acteurs dans un environnement qui est complexe dont on a parlé tout à l'heure. Donc le challenge, il est quand même relativement important, mais il n'est pas insurmontable. C'est là où je voulais en venir. Et c'est un ancien PDG d'IBM, je crois que c'est Getzner, qui disait, qui a écrit un livre, les éléphants peuvent danser. Pourquoi un éléphant peut danser? Et c'est, je trouve, une belle image par rapport à des mastodontes comme nous, entre guillemets. C'est qu'effectivement, on est de grosses entreprises, on est des paquebots difficiles à orienter quand on souhaite changer de trajectoire. Mais on est, je pense, capable, grâce à une certaine culture et une capacité à changer, à innover, de relever ces challenges. Je pense que ces challenges, ils passeront au travers de la collaboration, de nouvelles entités, de nouvelles équipes qui vont réussir à intégrer de nouveaux métiers. Donc, c'est déjà quelque chose qui est en place. Aujourd'hui, par exemple, juste sur MSD France, c'est une entreprise qui s'est totalement réorganisée depuis le début de cette année et qui a embauché 160 personnes. Et 160 personnes, parmi ces personnes, il y a clairement des gens qui viennent de métiers totalement différents de ceux traditionnellement présents dans l'industrie pharmaceutique. Donc il y a un shift qui est en train de s'opérer au niveau local, au niveau global, une réflexion importante. Et ensuite, c'est des sujets, quand je t'entendais tout à l'heure parler de ces challenges qui nous passionnent, qui nous intéressent, parce que nous aussi, on souhaite absolument être un acteur de santé global. C'est une offre globale de santé que l'on souhaite apporter, pas exclusivement un produit pharmaceutique, mais bien une offre globale autour du patient. Et on en parlait tout à l'heure avec l'ensemble des acteurs, c'est aussi aider le professionnel de santé à simplifier son action et finalement à lui rendre le pouvoir de transmettre son savoir ou de mieux comprendre son patient et de passer du temps avec lui, mais du temps médical avec lui et non du temps administratif, non du temps organisationnel. Et donc toujours pour le bénéfice du patient, et puis de l'autre côté d'apporter des solutions et des services pour le patient autour de notre médicament, mais au-delà également, parce qu'on pense qu'il y a vraiment des opportunités pour notre entreprise et un savoir-faire qui existe au sein du groupe qui
permettra d'amener ces startups à un autre niveau et de scaler ce business chez Merck. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin parce qu'on a quelques minutes. Gustave, quand vous entendez ces acteurs, à la fois pharma et industriels, quelles attentes peut avoir le chercheur que vous êtes pour justement continuer à développer pour les 20 ans à venir, puisque ça fait 20 ans déjà que vous développez ces sujets-là. Qu'est-ce que vous attenderiez d'eux? Rien pour être indépendant, ou au contraire, vous ne pourrez plus développer ces nouvelles solutions sans eux? Well, I would like to collaborate with them because there's a big battle of all the research funding from the governments, and of course, if funding comes from the industry, and we keep our independence so that we can come with an unbiased answer, that would be the best. But my impression of the industry is that they try to get it all. They try to get the complete solution, every device, every piece of software, and I don't think that government should allow this. There should be a competition. We shouldn't allow a company to, once they get one part of a solution, they will get it all. I think we rather should have open specifications for the systems, the devices, and so on, so that everybody, all the industry partners could compete about providing the best components for the total system, so that a patient from the municipality services, they can select from a number of devices based on their price and of course on their specification, and that it will fit into their service, that these services, they will come, and we should have many devices talking the same language, talking with this system. So I think the government should really go the open specification way, so that anyone could compete about providing pieces of the whole system. That's my opinion about this. Merci Gustave. Carlo, je sais que tu dois partir. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais donner par rapport à cette question? Est-ce que vous allez tout rafler finalement? Alors, est-ce que c'est votre objectif? Non, on ne veut pas tout rafler. On veut être un facilitateur et une locomotive dans le changement des usages. On a besoin, et je pense que c'est aussi l'intérêt d'être présent lors de ce type d'événement, on a besoin de la créativité de toutes les petites entreprises. On veut, nous, développer des écosystèmes. On a créé des partenariats forts avec des petites startups qui aujourd'hui ont une tribune internationale. On a du Bodycap, par exemple. On a Bloom Technology. On travaille, il y a un de nos partenaires qui est là, qui est Innovelan. On veut aujourd'hui donner l'opportunité, grâce à notre puissance économique, à des jeunes entreprises d'avoir accès à ce marché et de vivre de leur propre travail. Mais on sera extrêmement exigeant vis-à-vis de ces entreprises sur la partie respect de la réglementation, aussi bien dans la formation patient, parce qu'on veut absolument que l'information patient soit sécurisée, et aussi au respect de la qualité des dispositifs qui seront mis en place et qui donneront des résultats pertinents, et pas juste des effets waouh en disant j'ai une montre connectée, super, elle me donne mon rythme cardiaque, ma tension artérielle, et ils vont me dire si je vais avoir un cancer dans 10 ans. Non, on veut être sérieux, on veut des outils qui sont des outils médicaux qu'on mettra à disposition des professionnels de santé et qui leur permettront de faire leur métier de manière beaucoup plus confortable. Voilà, donc c'est ça. Donc si vous avez des bonnes idées, vous avez des produits intelligents à mettre sur le marché, on est, nous, preneurs, et n'hésitez pas à nous contacter. J'ai un tweet, c'est J'aime santé. Donc contactez-nous, on a une équipe qui est à votre disposition pour vous accompagner. Voilà. Merci Carlos. Patrice, une réaction à la fois du médecin et de l'industriel par rapport à ces évolutions-là et à ces transformations? Alors, je crois qu'on va vivre dans les 8 à 10 ans, même très très vite, une révolution très très forte. On sait que le niveau d'investissement IT dans la santé comparé à d'autres secteurs est très bas. Donc la révolution digitale va s'accélérer, ça c'est un constat.
Après, la position, c'est de se dire, et c'est un peu la position de notre groupe, c'est de se dire, l'innovation disruptive, il faut qu'on l'accompagne, c'est un fait. Elle va balayer, il y aura des redistributions d'acteurs sur le marché, c'est inévitable. Et donc, notre philosophie, c'est attention quand même, respectons l'usage. L'usage est clé, la technologie n'est plus un problème, c'est surtout bien définir l'usage, bien ce que l'on veut faire, et puis avoir effectivement des règles, comme je le disais, des règles bien claires. Mais on est devant une lame de fond, donc ce secteur, il va bouger. Il faut essayer que les acteurs de ce système accompagnent cette révolution, c'est-à-dire qu'elle ne les dépasse pas. Mais voilà, la technologie est au service du process de soin. Vous savez, Einstein disait toujours, il n'y a pas des innovateurs, il n'y a que des retardataires. Et nous, notre philosophie, elle est clairement d'accompagner, de consolider, et un peu comme tous les industriels, si on n'a pas cette innovation qui est le fer de lance, qui est au cœur de l'usage, on ne pourra pas avancer en tant qu'industriel. Voilà. Donc c'est vraiment une politique, chacun à sa place. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de conflit, il faut juste se partager la valeur et se mettre à travailler ensemble, avec nos points forts.